Bonjour Alexandra Roulet. Bonjour. Vous êtes professeure à l'INSEAD et auteur du livre « Améliorer les appariements sur le marché du travail aux presses de Sciences Po ». Un livre qui donc détaille la façon dont on peut mieux se faire rencontrer l'offre et la demande de travail. Un sujet largement débattu souvent, que vous éclairez très bien. Et alors justement, un des aspects, si vous le traitez dans le chapitre 3, c'est les projets de réforme de l'assurance chômage qui ont pour but d'améliorer le retour à l'emploi des chômeurs. Alors que pensez-vous de la façon dont le débat est posé sur ce sujet de l'assurance chômage et du retour à l'emploi des chômeurs ? Donc les négociations actuelles sur l'assurance chômage ont un double objectif. C'est en effet d'essayer d'améliorer le retour à l'emploi des chômeurs. C'est aussi de réduire le déficit de l'assurance chômage. Donc l'une des pistes qui est envisagée assez sérieusement, en tout cas par le gouvernement, c'est de s'attaquer à la générosité de l'assurance chômage pour les cadres, avec deux sous-volets qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, baisser le plafond des indemnités et introduire de la dégressivité. Donc, la première chose, c'est que il y a quand même quelque chose qui s'impose, c'est que la logique de l'assurance chômage, normalement, c'est qu'on cotise pour ouvrir des droits à une certaine prestation. Donc, si on baisse les prestations pour les cadres, va se poser la question de si on doit baisser également leur contribution relative au financement de l'assurance chômage. Si c'était le cas, les mesures d'économie seraient évidemment moindres. Mais plus fondamentalement, au-delà de ça, il me semble que le débat est beaucoup posé en termes de générosité du montant des indemnités que les gens perçoivent, en l'occurrence les cadres, alors que je ne pense pas que ça soit forcément la meilleure façon d'aborder le problème. La raison pour laquelle je ne pense que ce n'est pas forcément la meilleure façon, c'est qu'une des vocations de l'assurance chômage, c'est d'assurer le revenu des gens en cas de perte d'emploi, pour que lorsque les gens perdent un emploi, il n'ait pas un ajustement drastique de leur mode de vie, qu'ils puissent continuer à payer leur loyer, honorer leurs dépenses de base, qui ne peuvent pas du jour au lendemain s'ajuster. Donc en France, actuellement, le taux de remplacement, c'est 60%. Certes, le plafond est élevé par rapport aux voisins européens, mais je ne pense pas que le baisser ferait réaliser nécessairement une économie substantielle. Et baisser le taux de remplacement me paraîtrait un peu hasardeux. Donc je ne suis pas fondamentalement contre baisser le plafond, je ne suis juste pas sûre que ce soit la mesure clé. Parce qu'en Allemagne, par exemple, le plafond est à 2 500 €, mais du coup, les cotisations des cadres sont plafonnées. Exactement. Et du coup, c'est une mesure de baisse du coût du travail plutôt qu'une mesure de retour à l'emploi des chômeurs. Ça ne fait pas forcément faire beaucoup d'économies. Après, il y a la question de la dégressivité des allocations, toujours envisagée plutôt pour les cadres. Donc sur la dégressivité, il faut être assez vigilant. La raison, c'est que ça a tendance à fragiliser les plus fragiles. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, ceux qui vont arriver au moment où les allocations deviennent dégressives, c'est par définition ceux qui auront mis plus de temps à retrouver un emploi et qui sont donc moins employables ou moins demandés sur le marché du travail. L'idée là, c'est de ne le faire que pour les cadres, précisément parce qu'ils sont censés être moins fragiles au départ. Et l'idée, c'est de se dire, finalement, la dégressivité, ça va inciter les gens dès le début à rechercher très activement un emploi pour éviter de se retrouver au moment où les allocations baissent. Le problème de ce raisonnement, c'est que tout dépend de si le retour à l'emploi dépend principalement de l'effort exercé par le demandeur d'emploi, auquel cas cette logique incitative peut jouer à plein, ou si le retour à l'emploi dépend aussi du fait que certaines personnes sont plus ou moins employables. Et si ça dépend du fait que certaines personnes sont plus ou moins employables, la dégressivité pose problème parce que finalement, ce n'est pas une question juste d'inciter les gens au retour à l'emploi, le fait est que les gens qui vont se retrouver à être vraiment frappés par la dégressivité, c'est ceux qui seront moins employables pour tout un tas de raisons qui peuvent être les qualifications, y compris chez les cadres, mais aussi des choses plus inobservables. L'âge chez les cadres. Voilà, l'âge, des aspects de santé, des aspects... c'est pour ça que vous dites que la dégressivité punit plus qu'elle n'incite, en fait. Je pense et il y a une étude, en fait, la raison pour laquelle j'ai des doutes, c'est principalement parce qu'il y a une étude d'un certain nombre d'économistes très reconnus, notamment Camille Landé et Henrik Leven, sur ce sujet qui est sorti il y a quelques mois. Et eux ont étudié une réforme qui a introduit la dégressivité en Suède ou un pays scandinave, en tout cas un pays scandinave, et ils ont montré exactement ça, que ça punit plus que ça n'incite, finalement, si on veut résumer. Donc c'est pour ça que je pense que quand c'est restreint au cadre, ça peut avoir du sens. Donc je ne ferme pas totalement la porte, mais disons que je dis prudence. Prudence, et vous avez une autre piste à proposer, vous le faites dans ce livre. Alors, quelle est-elle ? Oui, donc, comme on vient de voir, toutes les pistes plutôt en débat concernent le montant des allocations, donc le taux de remplacement finalement.
Et moi, on s'intéresse très peu à la durée maximum d'indemnisation, probablement parce que c'est peut-être coûteux politiquement d'évoquer cette question. Donc, ce que je propose dans ce livre, je ne pense pas du tout qu'il y ait des chances que ça ait lieu dans cette négociation-là, parce que ce n'est pas du tout dans le débat, mais je pense que c'est quand même important de le mentionner. C'est qu'en France, on a donc une durée maximum d'indemnisation qui est de 2 ans, en gros, pour les moins de 50 ans, et 3 ans pour les seniors. Et en fait, il y a beaucoup d'études en économie qui ont étudié l'impact de cette durée maximum d'indemnisation sur le retour à l'emploi. Et cet impact, il existe. Donc, pour vous donner un exemple très concret, en France, il y avait, mettons, en 2000-2002, une étude qui a étudié les gens qui avaient travaillé 6-8 mois avant d'être au chômage. Ils avaient le droit à 7 mois d'indemnisation. Les gens qui avaient travaillé 8-10 mois avant d'être au chômage, ils avaient le droit à 15 mois d'indemnisation. Donc, beaucoup plus. Ils avaient le droit à 8 mois de plus. Et en moyenne, ces deux groupes, ils étaient comparables en termes d'emploi exercé auparavant, qualification, tout ce que vous voulez. Et on voyait que le deuxième groupe, qui avait le droit à 8 mois de plus d'indemnité, y mettait 1,5 mois de plus à retrouver un emploi. Donc ça montre qu'il y a une sorte d'élasticité qui n'est pas de 1 pour 1. Ce n'est pas parce que vous donnez 1 mois de plus à quelqu'un qui va rester 1 mois de plus au chômage. Mais il y a quand même une élasticité. Donc on donne 8 mois de plus et il y a 1 mois et demi. Voilà. Et donc à l'inverse, si par exemple on prend actuellement la durée maximum, c'est 2 ans pour les moins de 50 ans. Si on la réduisait, mettons, à 18 mois, 1 an et demi, je pense que la durée moyenne de chômage, qui est en moyenne de 13 mois actuellement, elle serait réduite à peu près de 10 jours. Donc ce n'est pas la panacée, mais c'est quand même là. Et surtout, ce qui est fondamental, c'est qu'elle serait réduite de 10 jours sans que ça détériore le type d'emploi retrouvé. Parce que souvent, ceux qui sont contre baisser la durée d'indemnisation, ils vont dire oui, mais il faut laisser le temps aux gens de trouver un emploi. Il ne s'agit pas juste d'accélérer le retour à l'emploi, compte aussi le type d'emploi retrouvé. Mais là, ce que les études ont montré, c'est que dans le cas de la France spécifiquement, on pourrait réduire la durée maximale d'indemnisation. Ça accélérerait le retour à l'emploi, pas de 1 pour 1, mais de quelque chose qui est quand même significatif, et sans que ça change le type d'emploi que ces personnes retrouvent. Donc, c'est pour ça que ça me paraît être quand même une piste intéressante. Avec peut-être quand même des populations plus fragiles, là aussi, qu'il faut préserver. Oui. C'est toujours un peu dur quand on met des seuils et qu'on essaie de définir des populations. J'aurais tendance pour ma part, à réduire le plafond de façon assez générale pour l'ensemble des moins de 50 ans. De la durée, de la durée, excusez-moi, de la durée maximum d'indemnisation. Mais c'est vrai que on peut vouloir réfléchir à des sous-groupes qui seraient exemptés. Mais par exemple, chez les jeunes, c'est aussi très important de ne pas avoir une durée d'indemnisation trop longue, parce que quand on reste longtemps au chômage, le problème, c'est qu'on perd en employabilité, en fait. Et donc, c'est une sorte de faux cadeau. Voilà, c'est un faux cadeau, en fait, parce que finalement, ça augmente la durée qu'on passait au chômage, hors de l'emploi, et ça réduit les chances de retrouver un bon emploi. Alors, dans le même contexte, qui est en débat actuellement, c'est la taxation des contrats courts. Alors, c'est très, très controversé, bizarrement, parce que dans d'autres pays, ça n'allait pas. Mais s'agit-il, selon vous, d'une mesure fondée, cette taxation des contrats courts ? Je pense que c'est une mesure très fondée. Je pense qu'elle est elle est controversée en France parce que le patronat la trouve coûteuse. Mais fondamentalement, la logique est très saine. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire, quand les employeurs ont recours à des contrats courts, après, ils peuvent avoir recours à ces contrats courts parce que les personnes qui sont employées dans ces contrats courts, par la suite, sont indemnisées par l'assurance chômage. C'est pour ça qu'elles acceptent ce type d'emploi. Elles n'ont pas le choix, mais en plus, elles ont cette indemnisation. Donc, en fait, c'est l'assurance chômage qui supporte le coût des contrats courts. Donc, les employeurs, ils en ont un bénéfice, une flexibilité accrue, et ils n'en supportent pas le coût, qui serait une prime supplémentaire de précarité, de courte durée, de tout ce que vous voulez. Donc la logique de taxation des contrats courts, c'est une logique un peu du pollueur-payeur, c'est une logique de faire internaliser les externalités, c'est-à-dire on va par exemple, si vous faites par rapport à votre secteur, votre taille d'entreprise, si vous avez recours à plus de contrats courts que les autres, eh ben, vous imposez un coût à la collectivité, à l'assurance chômage, et ben vous allez payer pour supporter une partie de ce coût, et ça responsabilise les employeurs. Et si vous voulez, on ne peut pas négocier l'assurance chômage en voulant responsabiliser les demandeurs d'emploi, leur demander de retrouver un emploi plus rapidement, etc. Essayer d'augmenter les incitations au retour à l'emploi côté chômeur.
sans demander aussi côté employeur, en quelque sorte, un effort et le fait leur donner davantage d'incitation à proposer des contrats attirants pour les gens et pérennes. Alors, vous avez parlé de prime de précarité, il y a quand même une petite prime de précarité. Est-ce que, comme justement le salarié, il y perd aussi parce qu'il a 60% de son revenu au chômage, bien sûr. est-ce qu'une des pistes, c'est pas de l'indemniser aussi en demandant aux employeurs, non pas forcément de cotiser plus, mais d'augmenter, enfin de leur imposer une prime de précarité accrue? Oui, c'est une bonne idée qui répond à la même logique, en fait. C'est toujours cette logique qui consiste à faire payer, en quelque sorte, à l'employeur pour la précarité qu'il impose aux salariés et à rééquilibrer un peu les termes du contrat qu'il y a finalement entre l'employeur et l'employé. Redéfinir les responsabilités Exactement. de chacun. Exactement. Alexandra Roulet, un grand merci pour votre éclairage sur ces sujets et je renvoie à votre livre pour en savoir plus, améliorer les appareillements sur le marché du travail. Merci.